c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. La télé Made in Lorraine. Le Conseil régional de Lorraine vient d'aménager dans ses locaux un studio d'enregistrement qui alimentera notamment son site internet www.lorraine.eu. On va l'utiliser pour accueillir des Lorrains qui ont des choses à dire aux Lorrains, des chefs d'entreprise, des professeurs de lycée, des jeunes, toute la vie lorraine. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil accaparé par le Conseil régional. C'est un outil mis à disposition des Lorrains. Et voilà, nous parlerons de la Lorraine et de temps en temps, bien sûr, nous parlerons de l'action du Conseil régional, mais c'est quelque chose qui est ouvert sur la réalité de la vie. Jusqu'à maintenant, la région était régulièrement amenée à louer du matériel. Elle est désormais autonome avec cet investissement de 488 000 € qu'elle estime amortir en 6 mois. À l'achat du matériel s'ajoutent les frais d'aménagement des locaux, 45 000 €. Quant aux moyens humains nécessaires pour ce nouveau studio, pas d'embauche supplémentaire, le fonctionnement du studio sera assuré par l'équipe du service communication. Pour ce qui est de son utilisation, ce studio n'est pas destiné à l'usage exclusif de la région Lorraine. Ce studio, il est mis à disposition du GIE des télévisions Lorraine, c'est-à-dire que c'est un outil qui n'est pas seulement du Conseil régional, mais c'est un outil qui est mis à disposition des TV, dont la vôtre, Mosaïque, pour éventuellement faire des images, l'utiliser, relayer ce qui est fait ici, de façon à ce qu'il y ait une mutualisation de moyens, d'images, de production. Pour Mosaïque, TV8, TV Cristal, Mirabel et Vosges Télévisions, les 5 chaînes qui constituent le GIE Lorraine, l'action de la région est un coup de pouce. Il se situe à 2 niveaux. Je veux dire qu'il y a justement cette mutualisation de moyens techniques avec ce studio qui est mis à disposition, mais il y a à côté aussi il y a de l'argent qui a été mis à disposition des télévisions locales à travers une convention pour valoriser là aussi des événements culturels et sportifs sur l'ensemble du territoire de la région. En décembre, vous avez ainsi pu voir sur nos écrans des chants de Noël interprétés par des artistes de toute la région. Et début mars, vous pourrez voir le meeting d'athlétisme Metz-Moselle Athlélor Indoor 2012. Si tout se passe comme le veut le calendrier, dans environ 16 mois, 53 logements de l'OPHLM auront pour adresse rue de l'Hôpital à Sarreguemines. La partie la plus récente du bâtiment est en pleine mutation. D'aspect extérieur, effectivement, il est quasiment inchangé sur la partie avant, donc rue de l'Hôpital. Par contre, toute la partie arrière, on vient mettre une isolation par l'extérieur, en laine de roche, de manière à approcher le plus possible un label BBC Rénovation. Pour l'heure, les travaux ont lieu à l'intérieur. Les couloirs résonnent en ce moment au son des perceuses, marteaux, scies qu'emploient les ouvriers de l'entreprise chargée de la démolition. Entre tout ce qui est bois, tout ce qui est gravat, tout ce qui est électricité, PVC, donc il y a un tri sélectif qui est fait avant la mise en décharge. Dès que les déchets ne sont pas triés, le coût est multiplié quasiment par 10 à 15. Donc, ce qui incite effectivement les entreprises à faire le tri sélectif dès le démarrage du chantier. Actuellement, la priorité est mise sur le premier et le deuxième étage de l'immeuble, dont une partie de 1000 m² doit accueillir l'ITEP de la Fondation Vincent de Paul au mois de septembre. Au mois d'août, le bâtiment USN qui loge l'Institut sera complètement rasé. Dans la partie qui est conservée, les quelques vestiges de l'hôpital seront intégralement enlevés du sol au plafond. On ne conserve que les dalles et l'ossature. Toutes les cloisons seront abattues et l'intérieur sera sécurisé, notamment par la fermeture des cages d'ascenseur. Une démolition qui révèle toute la partie cachée de l'hôpital, notamment l'importance des réseaux, ce qui justifiait la hauteur de plafond. On n'est pas dans le cœur historique du bâtiment, c'est des bâtiments des années 60 à 80, donc finalement assez récents. On voit les poteaux-poutres qui sont quand même des constructions actuelles, donc il n'y a rien pour l'instant. Alors si, énormément d'ascenseurs, énormément de locaux très techniques, énormément de réseaux, donc effectivement on a enlevé je ne sais plus combien de tonnes et de tonnes de chemins de câbles, de chemins électriques. Des matériaux qui attisent les convoitises, un chantier comme celui-ci recèle des milliers d'euros de divers métaux. Le site est donc placé sous vidéosurveillance et un gardien occupe les lieux en permanence.
Nous on se chauffe 2 fois quand on le fait, puis quand on le met dans le feu. Quelle bande de vénards! Ils ont beau travailler dehors par -10, les bûcherons n'en perdent pas pour autant leur sens de l'humour. Certains disent même qu'ils se chauffent 3 fois avec le bois. Ils comptent en effet le moment où ils le rangent. Il faut dire que là aussi, c'est du sport de remiser le bois. Si l'ours hiberne en hiver, les bûcherons, eux, sont en pleine activité durant cette période. À Sarralbe, ils ont affaire à des feuillus et attendent que la sève soit descendue avant d'abattre les arbres pour éviter des problèmes de conservation. La campagne d'exploitation commence à la fin du mois d'octobre et se termine en mars. La décision de couper tel ou tel arbre est définie par un document de gestion de la forêt qui s'inscrit au minimum sur 15 ans. À Sarralbe, c'est le maire qui choisit l'orientation des produits, bois d'œuvre, bois d'industrie ou bois de chauffage. Près de 40% du bois récolté cet hiver à Sarralbe servira d'ailleurs à cet effet. Les particuliers peuvent utiliser comme combustible du hêtre, du charme ou du chêne. Ils peuvent acheter le bois de 2 manières différentes, au prix de près de 40 € du ster s'ils le veulent vendu sur coupe, ou au prix de 6 à 15 € le ster s'ils souhaitent le façonner eux-mêmes sans passer par une entreprise. Pour cela, il faut du temps et des équipements adéquats. Ce travail que certains particuliers assimilent à du plaisir leur permet d'économiser de l'argent. Le gaz il a augmenté de, on peut dire, 15 à 30% en 2 ans. Et puis bon, les fioul, chaque hiver il augmente en moyenne de 10 à 15%. Donc le bois c'est l'idéal. L'argument économique a entraîné une hausse de la demande de bois de chauffage. Il y a eu une évolution à partir du moment où il y a eu le boom pétrolier, c'est-à-dire qu'il y a eu une très grosse augmentation du fioul. Et puis il y a également eu le crédit d'impôt en fait, qui ont permis aux gens soit d'acheter de nouvelles chaudières, soit d'acheter des inserts, puisque ces investissements étaient déductibles des montants imposables. Donc les gens sont revenus pour beaucoup à un chauffage au bois, au moins un chauffage au bois d'appoint. Peu importe la manière avec laquelle ils récupèrent du bois, les particuliers devront attendre qu'il sèche avant de le mettre dans leur chaudière ou leur cheminée. Après la coupe, il faut au moins patienter 1 année. Sur des images de Julia Bitran. Clairoix dans la place. Ils sont venus nombreux, entre 120 et 130. À l'entrée de l'usine, ils profitent du changement de poste pour distribuer des tracts aux contis de Sarreguemines. La manifestation est largement médiatisée, mais elle se déroule dans le calme. Le comité de lutte de Clairoix reste mobilisé, car dans l'Oise, l'usine a fermé, mais tous n'ont pas retrouvé une solution professionnelle. On a rentré plus de 500 personnes à Pôle emploi, je crois que c'est 560. Donc on demande à Altedia, à Continental de reclasser 300 personnes, quoi, avec des vrais boulots, quoi, pas du précaire, des CDI. L'aide au reclassement mise en place avec Pôle emploi et les cabinets Altedia a été prolongée de 6 mois en décembre dernier. Et si des postes ont été ouverts à Sarreguemines, ce n'est visiblement pas l'objectif des ex-contis. Vous savez, c'est les déménagements, c'est la vie de famille qui est dans l'Oise, donc ça c'est difficile. Je crois qu'il y en a 8 qui occupent l'usine de Sarreguemines. Ça a l'air de bien se passer pour eux, mais bon, tout le monde n'est pas prêt à franchir le pas, quoi, encore. Ce qui compte pour le comité de lutte de Clairoix, c'est de garantir à chaque salarié licencié un retour au travail. Et au-delà de ça, une qualité de vie à chaque travailleur. À leur côté, les mineurs, mais aussi des délégations syndicales. Parce qu'on est un petit peu dans la même galère qu'eux. Nous, la chimie, on n'arrête pas de supprimer des emplois, à nous demander toujours plus de productivité. Donc du coup, voilà. Leur présence à Sarreguemines n'est pas anodine. Les ex-contis en appellent à la solidarité ouvrière et ils s'adressent particulièrement aux salariés sarregueminois. Ce dont ils ont peur, ce sont des réactions des travailleurs de Sarreguemines. Eux, à qui on demande aujourd'hui, avec 370 travailleurs en plus seulement, de faire l'essentiel du travail que faisaient 1100 travailleurs, avec des conditions de travail innommables, avec des cadences toujours plus infernales, nous leur disons, vous devez résister, ne pas céder au chantage. À 70 jours de l'élection présidentielle, le discours militant est de mise. À Sarreguemines, on est tout à fait solidaires de nos collègues de Clairoix. Et puis, quand on voit à quelle sauce nous on est mangé, c'est la remise constante, la remise en cause de tous les acquis salariaux et les cadences qui ne cessent de monter. Dehors, par des températures glaciales, ils ne sont pourtant qu'une vingtaine à braver le froid pour manifester leur solidarité aux ex-collègues Picard. Il vous reste des francs? Des francs, non, plus du tout. Ah non, j'ai plus ça et depuis longtemps. Jamais eu des francs, moi.
Ça fait pas longtemps que j'habite ici en France et puis alors j'utilisais la marque, le Deutsche Mark. Je viens d'Allemagne. Ça sert à rien de garder ça sous son matelas. Ils feront pas des petits de toute façon. Autant dépenser des euros que de garder des francs, oui. Et des Deutsche Mark, vous en avez encore? Pas du tout non plus. Hein. J'ai tous échangé déjà. Et pourquoi pas les garder en souvenir, en collection? Ça m'a jamais intéressé. Je suis trop jeune, je pense. Hein. Est-ce qu'il vous reste des francs? Peut-être 2-3 que j'ai gardés en souvenir. Oui, mon père il a encore des francs. Pour quelle raison? Ma foi, j'ai essayé de les liquider donc, quand il y avait le transfert. Et puis bon, j'ai gardé 2-3 petites pièces comme ça pour en souvenir en fait, c'est tout. Est-ce qu'il vous reste des francs? Quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Des pièces de 10 francs, voilà, ça s'arrête là. Non, plus de francs. Et pourquoi avoir choisi de les garder? En souvenir, surtout pour ma fille qui n'a pas connu ça, donc voilà, ça fera toujours un beau souvenir. Est-ce qu'il vous reste des francs? Non, mais les francs, on peut les attraper encore dans certains trucs, ils prennent encore les francs. Non, pas du tout, j'ai tout épuisé. 10 francs à la maison que je garde parce que j'aimais bien la pièce. Et est-ce que vous pensez que beaucoup de monde conserve encore des francs chez soi? Oui, je pense qu'il y a quand même encore des personnes qui en conservent. Ouais, ça je suis sûr. Je suis sûr qu'il y en a même qui ont oublié qu'ils en ont, mais je suis sûr qu'il y en a qui en ont. Oui, parce que je connais deux mamies un peu plus âgées que moi qui ont effectivement encore des francs au cas où. Alors, mais étant donné qu'elles sont ces deux dames que je connais qui sont nettement plus âgées, et je m'aperçois qu'elles ont connu la guerre, elles ont subi, et leur réflexion c'est on ne sait jamais. Donc voilà, c'est pas pour les garder pour prendre de la valeur, c'est parce que voilà, c'est plus elles ont connu les affres de la guerre et elles se disent le franc ça peut pas faire de mal d'en garder un petit peu. Il vous reste des francs, est-ce que vous seriez prêt à nous en donner? À donner non. Ce sera probablement la dernière assemblée plénière des élus de Hambach dans l'actuelle mairie avant que le conseil municipal ne s'installe dans le nouveau bâtiment. Une réunion que ne manqueront pas de suivre en partie les opposants au projet de centrale de production d'électricité, trop nombreux pour pouvoir tous entrer dans la salle du conseil. Ce soir, on demande concrètement à ce que ce vote n'est pas lu. Maire de Hambach tente de passer en force un projet de révision du PLU pour toujours le projet en Brégie, alors qu'il a été plus que contesté, il me semble, depuis 2 ans, que le tribunal a par 2 fois dit non à ce projet. Il ne respecte ni l'avis de la population, ni l'avis de la justice. Il tente de prendre tout le monde de court en engageant cette procédure. Aujourd'hui, vu les enjeux pour la population de Hambach, nous demandons à ce qu'il y ait une concertation globale qui ait lieu au niveau de la population, suivie d'un référendum. Un message que les conseillers municipaux ne sont pas venus discuter. À l'ordre du jour, au point 1, le maire Gaston Meyer propose donc une révision du plan local d'urbanisme, rappelant en préambule ses motivations. Dans l'esprit d'une grande majorité de ce conseil municipal, le développement de l'Europole 2 et l'installation d'une centrale combinée gaz nous semblent opportuns dans le contexte économique actuel. Mais bien que les décisions du tribunal administratif me laissent perplexe, je retiens un point qui me conforte. Et oui, comme les experts, comme les services de l'État, les juges n'ont formulé aucune observation sur les aspects sanitaires, environnementaux ou scientifiques. Une fois encore, les principaux arguments de certains opposants ont été écartés et malgré cela, aujourd'hui, ils continuent. Preuve d'un acharnement infondé. Alors, si ces ralentisseurs de l'activité économique locale peuvent se réjouir et ces décisions du retard qu'ils engendrent, qu'en pensent les chômeurs, les demandeurs d'emploi? Dehors. J'ai dit dehors. Vous sortez. Vous sortez. J'appelle la police. Vous sortez. Ils auront du mal. Pardon? Ils auront du mal à nous faire sortir. Vous sortez. Oui, il y en a qui vont dormir ici. Vous ne pouvez pas nous faire sortir. Alors si j'entends un mot, on ne peut pas. Je un mot, ça. Monsieur Meyer, restez correct aussi. C'est vous qui n'êtes pas correct. Un mot. Je fais sortir et j'arrête. On est bien d'accord. Un mot. Je reprends. Qu'en pensent les chômeurs, les demandeurs d'emploi, les étudiants, les parents qui pensent à l'avenir professionnel de leurs enfants,
les commerçants locaux, les spécialistes de la gestion des énergies et bien sûr ceux qui voudraient travailler et s'implanter sur l'Europol. C'est donc par un point d'urbanisme que démarre le Conseil qui doit engager ou non une révision du PLU pour permettre, explique le maire, d'accueillir de grandes entreprises classées ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, et éviter qu'un tiers ne s'appuie sur une jurisprudence pour faire annuler un permis de construire. Comme il a dit monsieur le maire, la SMART, le dernier permis c'était ICPE. Donc si on veut avoir une entreprise, peut-être une entreprise importante, si on ne le fait pas maintenant, on travaillera contre l'emploi. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je le mets au voix. Qui est contre? Abstention. Adopté. Je vous remercie. La révision du PLU a été adoptée à 16 voix pour et une abstention. Une enquête publique d'une durée d'1 mois doit maintenant s'ouvrir.